tous, je me présente, je m'appelle Valérie Brochoriou, je suis docteure en biologie cellulaire et moléculaire. J'ai commencé mes enseignements en PACES à l'université Paris-Descartes en tant que chargée de TD en biochimie, mais je suis là aujourd'hui pour vous parler de la biologie cellulaire que j'enseigne également dorénavant au CPCN. Alors, la biologie cellulaire, qu'en est-il? Eh bien, il s'agit d'étudier la vie de la cellule. Alors, qu'est-ce qu'une cellule? La cellule est la plus petite unité constitutive du vivant. C'est une unité structurale et fonctionnelle du vivant. Chacun de ces termes a une importance fondamentale. Cela signifie que la cellule est caractérisée par une structure, une morphologie bien particulière et que de cette morphologie découlent là ou les fonctions remplies par la cellule. Il y a donc un lien très fort entre morphologie et fonction. Ainsi, par exemple, une cellule musculaire ne possède pas du tout les mêmes caractéristiques structurales qu'une cellule nerveuse, et pour cause, ces deux cellules ont des fonctions différentes à remplir, la cellule musculaire devant assurer la contraction du muscle, la cellule nerveuse, elle, étant concernée par la transmission de l'influx nerveux jusqu'aux organes cibles. Avant de pouvoir parler d'une cellule, plus petite unité structurale et fonctionnelle du vivant, il nous faut bien évidemment définir ce qu'est le vivant. Le vivant possède les propriétés indiquées ici, que sont l'autonomie, la capacité de reproduction, la possibilité de conduire des échanges avec son environnement en termes de matière, d'énergie et d'information, et bien évidemment par définition, tout ce qui peut vivre peut mourir. Vous savez d'ores et déjà qu'il existe deux classes principales de cellules, que sont les cellules pro et eucaryotes. Enfin, toute cellule est constituée de macromolécules biochimiques que sont les glucides, lipides, protéines et acides nucléiques. Maintenant que la cellule est ainsi définie, nous pouvons amorcer notre voyage à l'intérieur de cette petite usine biochimique. Nous allons focaliser bien évidemment sur la cellule eucaryote, catégorie cellulaire à laquelle appartiennent vos cellules humaines. La cellule eucaryote, comme vous le savez probablement déjà, est caractérisée par la présence d'un noyau, c'est-à-dire d'un compartiment à l'intérieur de la cellule dans lequel se trouve l'information génétique sous forme d'ADN répartie chez l'homme sur 46 chromosomes. Mais la cellule eucaryote ne possède pas que ce compartiment intracellulaire, elle est en réalité caractérisée par une compartimentation complexe. Il existe effectivement plusieurs compartiments à l'intérieur de votre cellule, chacun étant délimité par une membrane et conférant à la cellule une ou plusieurs fonctions particulières. Ces compartiments à l'intérieur de votre cellule sont appelés les organites. Et vous verrez que votre programme de biologie cellulaire consistera, pour chaque chapitre, à aborder un organite en particulier, en décrivant ses caractéristiques morphologiques particulières et ses fonctions. C'est ce à quoi nous allons nous attacher à travers cette vidéo. Donc, vous est représenté ici un schéma de la cellule eucaryote avec cette compartimentation complexe dont je viens de vous parler. Effectivement, voici votre cellule délimitée par sa membrane plasmique, le compartiment intracellulaire étant nommé cytoplasme, et vous voyez qu'à l'intérieur de ce cytoplasme, on peut repérer différents compartiments intracellulaires, chacun étant délimité à son tour par une membrane. Vous pouvez ainsi repérer le compartiment cellulaire ou organite le plus gros, qu'est le noyau, à l'intérieur duquel on repère une sous-région particulière dont nous reparlerons tout à l'heure, qui est le nucléole. Dans la continuité directe de ce noyau, vous repérez ici un ensemble de sacs membranaires délimitant un autre compartiment, qui est le réticulum endoplasmique granulaire, dans la continuité duquel, à nouveau, se trouve un troisième compartiment, délimité lui aussi par membrane,
c'est l'appareil de Golgi. Vous repérez ici encore un autre compartiment intracellulaire, il s'agit d'une mitochondrie. Et puis de ci, de là, différentes vésicules qui sont des sacs membranaires, parmi lesquels les lysosomes dont nous serons appelés à reparler plus tard. Et puis enfin, vous repérez sur ce schéma différents filaments, comme ces filaments noirs, dont vous voyez qu'ils irradient depuis une structure relativement centrale de votre cellule que l'on appelle le centrosome, et qui irradient ensuite dans tout le volume cellulaire. Il s'agit d'un squelette de votre cellule que l'on appelle les microtubules. Sous la membrane plasmique, représentée en rouge sur ce schéma, une autre structure filamenteuse qui correspond à un autre squelette cellulaire que sont les microfilaments d'actine. Vous voyez donc que la structure d'une cellule eucaryote est très complexe et toutes ces fonctions vont reposer sur la présence de ces organites que nous allons dorénavant aborder chacun leur tour en appréhendant leur morphologie et leurs fonctions. L'organite très certainement le plus important et en tout cas le plus gros à l'intérieur de votre cellule, eh bien c'est le noyau. Ce noyau est délimité par deux membranes, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, appelées tout simplement membrane externe, membrane interne, et délimitant un espace entre ces deux membranes que l'on appelle l'espace périnucléaire. Vous pouvez voir que cet espace périnucléaire est en continuité directe avec l'organite dont nous parlerons par la suite, qui est le réticulum endoplasmique granulaire. Vous voyez cette continuité à ce niveau ici. L'ensemble de ces deux membranes et de cet espace périnucléaire est nommé l'enveloppe nucléaire. Et vous pouvez voir que cette enveloppe est sur toute sa surface perforée par des petits trous que nous appelons les pores de l'enveloppe nucléaire et qui vont permettre de conduire des échanges entre l'intérieur du noyau que l'on appelle le nucléoplasme et le cytoplasme. Vous pouvez enfin repérer sur ce schéma que la membrane interne est revêtue par tout un ensemble de petits filaments qui sont représentés en vert ici. Il s'agit du squelette du noyau qui permet notamment de maintenir la forme de ce noyau. Ce squelette est appelé la lamina. Et enfin, je vous ai indiqué précédemment qu'il existe à l'intérieur de ce noyau une sous-région particulière que l'on appelle le nucléole, qui est un site de synthèse des ribosomes, dont vous savez d'ores et déjà qu'ils sont des acteurs de la traduction ou synthèse des protéines. Alors, quelles sont les fonctions rattachées à cet organite? Eh bien, il est le support de l'information génétique avec chez l'homme, sous forme d'ADN, 46 chromosomes. Vous savez que cet ADN est capable de se répliquer, donc de se multiplier par deux, de telle sorte qu'une molécule d'ADN peut donner une seconde molécule d'ADN qui lui est strictement identique. À l'intérieur du noyau, cette information génétique peut également être transformée en une autre information, selon un phénomène particulier que l'on appelle la transcription, qui va permettre de transformer ce contenu génétique ADN en ARN, acide ribonucléique, qui sera capable d'exporter cette information génétique vers le cytoplasme au niveau des pores de l'enveloppe nucléaire précédemment citée. C'est également au niveau du noyau que tourne le cycle cellulaire, processus qui va permettre à une cellule mère de donner deux cellules filles qui lui soient strictement identiques et identiques entre elles. Enfin, au niveau des nucléaires pores complexes, complexes de pores de l'enveloppe nucléaire, ont lieu des échanges avec le cytoplasme et nous avons déjà évoqué la sortie des ARN messagers du noyau vers le cytoplasme au niveau duquel cet ARN messager pourra subir la traduction en une protéine. Nous avons indiqué tout à l'heure que ce noyau est en continuité directe avec un autre organite, qui est le réticulum endoplasmique granulaire, dont vous pouvez voir sur cette diapositive, qui l'ont constitué d'un ensemble de petits sacs que l'on appelle des saccules. Ces saccules sont aplatis
et viennent s'empiler les uns sur les autres, comme vous le voyez très bien ici, sur cette photographie obtenue au microscope électronique à transmission. Vous devinez également sur ces saccules des granules noirs, électrons denses, qui vous sont également schématisés ici. Ces granules correspondent à des ribosomes, acteurs de la traduction. Et donc, qu'en est-il des fonctions rattachées au REG ? Eh bien, l'une de ses premières fonctions, puisqu'il est pourvu de ribosomes, est de conduire la synthèse de certaines protéines, dites protéines de la voie de sécrétion. Le REG est donc un site de traduction. C'est également à l'intérieur du REG que ces protéines nouvellement synthétisées vont pouvoir se reployer, c'est-à-dire adopter une structure tridimensionnelle qui va permettre à cette protéine d'acquérir sa fonction biologique. Dans le REG, les protéines vont également subir des maturations pour parfaire leur fonction biologique. Au niveau du REG existe notamment un processus de N-glycosylation qui consiste en l'ajout de sucre sur la protéine au niveau d'acides aminés particuliers que sont les asparagines. Dans le REG, qui est un milieu réducteur, vont également pouvoir se former des liaisons covalentes particulières que l'on appelle les ponts disulfures, qui sont des liaisons fortes qui vont s'établir entre deux acides aminés que sont des cystéines, et la mise en place de ces ponts disulfures contribue au reploiement de votre protéine. Nous avons vu précédemment que ce REG est dans la continuité d'un autre organite cellulaire qui est l'appareil de Golgi. À quoi ressemble-t-il ? L'appareil de Golgi est lui aussi constitué de plusieurs petits saccules, mais qui cette fois-ci ne sont pas aplatis, mais sont recourbés, avec une face convexe et une face concave. D'autre part, ces saccules ne sont pas recouverts de ribosomes, comme l'étaient précédemment ceux du REG, mais ce sont des saccules dits lisses. Cet appareil de Golgi adopte une orientation bien particulière à l'intérieur de votre cellule, de telle manière qu'il va disposer sa face convexe toujours en vis-à-vis du REG, on parlera de sa face 6, et qu'il va toujours disposer sa face concave en vis-à-vis de la membrane plasmique, et l'on parlera de sa face trans. Et cette asymétrie de structure conditionne directement les fonctions que doit remplir l'appareil de Golgi. On peut définir également, au niveau de cet appareil de Golgi, deux réseaux que nous allons voir représentés sur la diapositive suivante, que l'on appellera les réseaux cis et trans, encadrant des saccules intermédiaires. Alors, allons regarder de plus près à quoi ressemble cet appareil de Golgi, qui se trouve ici en position centrale sur cette diapositive. En bas, vous est représenté le réticulum endoplasmique granulaire et en haut, la membrane plasmique. Vous voyez donc que cet appareil de Golgi correspond effectivement à un empilement de saccules. Et si vous regardez bien celui-ci par exemple, vous voyez qu'il adopte une forme en sourire avec une face convexe en vis-à-vis du REG et une face concave en vis-à-vis de la membrane plasmique. La face du Golgi se trouvant à proximité du REG est appelée face d'entrée ou face 6. La face de l'appareil de Golgi se trouvant en vis-à-vis de la membrane plasmique est appelée face de sortie ou face trans. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'il existe une communication entre le REG, l'appareil de Golgi et la membrane plasmique. Et cette communication s'effectue par le biais de vésicules. Si vous vous positionnez au niveau du REG, vous voyez effectivement que sa membrane est capable ici de bourgeonner. Puis cette vésicule va se détacher du REG et être guidée vers l'appareil de Golgi, au niveau duquel elle va s'arrimer et fusionner. Ainsi, le contenu du REG, comme les protéines qui y sont synthétisées dont nous avons parlé précédemment, peuvent se retrouver empaquetées dans ces vésicules et voyager ainsi jusqu'à l'appareil de Golgi, au niveau duquel elles vont pouvoir être libérées.
À nouveau, en sortie de l'appareil de Golgi, vous voyez que vont bourgeonner un grand nombre de vésicules qui, une fois détachées, vont être guidées vers la membrane plasmique, avec laquelle elles vont fusionner, libérant ainsi leur contenu dans le milieu extracellulaire ou au niveau de la membrane. Nous verrons qu'il existe également des vésicules en sortie de l'appareil de Golgi qui vont se diriger vers un autre organite dont nous parlerons par la suite, que sont les lysosomes. Ainsi, il existe à l'intérieur de votre un flux vésiculaire de protéines synthétisées et empaquetées dans des vésicules au niveau du REG qui vont voyager jusqu'à l'appareil de Golgi, puis enfin jusqu'à la membrane plasmique ou vers les lysosomes. Nous pouvons décomposer l'appareil de Golgi en plusieurs compartiments. Les saccules qui se trouvent immédiatement en vis-à-vis du REG, à l'entrée de l'appareil de Golgi, sont appelées le réseau 6 Golgi. Les saccules qui se trouvent en sortie de l'appareil de Golgi forment ce que l'on appelle le réseau transgolgien ou TGN pour Transgolgi Network. Et enfin, entre ces deux réseaux se trouvent des saccules intermédiaires que l'on va nommer les saccules 6, médians et trans. Alors, quelles sont les fonctions rattachées à cet appareil de Golgi? Eh bien, les réseaux 6 et trans sont des compartiments de tri. Ainsi, les protéines arrivant au niveau du réseau 6 golgien vont pouvoir soit poursuivre dans l'appareil de Golgi, donc ces protéines arrivant au niveau du 6 golgien vont pouvoir soit poursuivre la traversée de l'appareil de Golgi, soit revenir vers le REG. Ce tri va s'effectuer dans le réseau 6 Golgi. Le réseau trans est également un compartiment de tri permettant d'orienter les protéines soit vers la membrane plasmique, soit vers le milieu extracellulaire, soit encore vers les lysosomes. Donc, première fonction de l'appareil de Golgi, le tri et l'adressage des protéines vers leur compartiment de destination finale. Les saccules intermédiaires, quant à eux, sont des compartiments de maturation des protéines. Les protéines qui ont amorcé leur N-glycosylation dans le REG vont pouvoir la poursuivre au niveau de l'appareil de Golgi. Dans l'appareil de Golgi, les protéines peuvent également subir un autre phénomène d'ajout de sucre qui est la O-glycosylation, qui va consister cette fois-ci en l'ajout de sucre au niveau d'autres acides aminés que sont la sérine et la thréonine. Enfin, au niveau de l'appareil de Golgi, peut s'opérer l'ajout de groupements sulfates sur les sucres, c'est-à-dire un phénomène de sulfatation. Nous avons vu qu'en sortie de l'appareil de Golgi, les protéines peuvent être dirigées vers un autre organite que sont les lysosomes. Alors, qu'en est-il de leur morphologie? Ces lysosomes n'ont pas de morphologie particulière. Il s'agit de vésicules de taille et de contenu hétérogènes. En revanche, la caractéristique commune à chacun de ces lysosomes est leur contenu acide, puisque ce sont des organites caractérisés par un pH voisin de 4,8. Ces lysosomes contiennent des enzymes particulières que l'on appelle les hydrolases lysosomales acides, car capables de fonctionner à ce pH acide. Pourquoi cet organite est-il acide? Parce que sa membrane est enrichie en pompes à protons qui apportent en permanence des protons à l'intérieur des lysosomes, acidifiant ainsi leur contenu. Ces lysosomes sont situés entre l'appareil de Golgi et la membrane plasmique dans un compartiment particulier que l'on appelle le compartiment endosomal. Alors, quelle est la fonction de ces lysosomes? Ces lysosomes sont qualifiés d'usines de dégradation cellulaire. À leur niveau, on observe la dégradation de macromolécules usées, vieillies, abîmées ou bien encore toxiques
grâce au pH acide des lysosomes. Les enzymes lysosomales, responsables de la dégradation de ces macromolécules, sont, pour la dégradation des protéines en acides aminés, des protéases, pour la dégradation des glucides en ose simple, des glycosidases, pour la dégradation des lipides en acides gras, des lipases, et enfin pour la dégradation des acides nucléiques en nucléotides, des nucléases. Les briques constitutives ainsi obtenues, acides aminés, oses, acides gras, nucléotides, vont ainsi pouvoir être réinvesties dans de nouvelles synthèses afin de renouveler les composants cellulaires usés, abîmés ou vieillis. Un autre organite aperçu précédemment sur le schéma de votre cellule est la mitochondrie, qui est caractéristique en ce sens que, comme le noyau, elle est délimitée par une double membrane externe et interne, délimitant un espace intermembranaire. L'intérieur de la mitochondrie est nommé matrice, et il est important de noter qu'une partie de votre matériel génétique sous forme ADN se trouve à l'intérieur de la mitochondrie. La mitochondrie possède également des ribosomes particuliers, et la mitochondrie est donc, elle aussi, un site de transcription et de traduction. La membrane interne possède une morphologie particulière avec des crêtes, c'est-à-dire des déformations, des invaginations régulières le long de cette membrane interne. Les deux membranes possèdent des propriétés de perméabilité très particulières, la membrane externe étant effectivement très perméable, la membrane interne étant imperméable à la plupart des molécules qui vont vous concerner. Vous est représenté sur cette diapositive cette morphologie particulière dont nous venons de parler, avec donc une membrane externe, une membrane interne, régulièrement déformée par ces invaginations que l'on appelle les crêtes mitochondriales. L'intérieur de la mitochondrie est nommé matrice. Sur la membrane interne, vous devinez ces petites sphères pédonculées ancrées à cette membrane interne. Il s'agit d'une ATP synthase. Dans la matrice, vous est représenté le cycle de Krebs, phénomène de décarboxylation oxydative. Sur les crêtes mitochondriales, vous est représentée la chaîne respiratoire ou phosphorylation oxydative. En effet, quelles sont les fonctions de la mitochondrie? Première fonction de la mitochondrie, elle est le site de la respiration cellulaire. C'est-à-dire que c'est à son niveau qu'arrive l'oxygène que vous inspirez à chaque mouvement respiratoire. Et grâce à cet oxygène récupéré, la mitochondrie est capable de produire de l'énergie sous forme d'une molécule chimique particulière qui est l'adénosine triphosphate ou ATP. La production d'énergie permise grâce à la respiration cellulaire est un phénomène que l'on appelle la phosphorylation oxydative. Autre fonction de la mitochondrie, elle est responsable de la mort cellulaire programmée des cellules selon un mécanisme particulier que l'on appelle l'apoptose. En effet, quand une cellule, par exemple, a accumulé un trop grand nombre de défauts génétiques, eh bien, plutôt que de proliférer au risque de développer un cancer, elle va préférer se suicider selon ce mécanisme d'apoptose qui est orchestré par la mitochondrie. Enfin, vous verrez que la mitochondrie est le site des métabolismes glucidiques et lipidiques. Pour finir ce voyage à travers la cellule, il nous faut parler bien évidemment des squelettes de la cellule que sont les cytosquelettes. Attention, les cytosquelettes ne sont pas des organites. Les cytosquelettes sont des réseaux protéiques fibreux assurant la forme de la cellule, le positionnement des organites les uns par rapport aux autres, le déplacement des vésicules et de macromolécules, la migration cellulaire, etc., etc. Il existe au sein de votre cellule 3 types de cytosquelettes
que sont les filaments d'actine, les microtubules, les filaments intermédiaires. Chacun sont composés de protéines. Pour les microfilaments d'actine, il s'agit de la protéine actine G. Pour les microtubules, il s'agit des protéines tubulines alpha et bêta. Pour les filaments intermédiaires, la protéine constitutive va dépendre du tissu considéré. Par exemple, dans les cellules épithéliales, la protéine utilisée pour construire les filaments intermédiaires est la vimentine. Dans les cellules musculaires, une autre protéine, la desmine, sera utilisée pour construire les filaments intermédiaires. Dans la cellule nerveuse, une protéine encore différente, neurofilament, sera utilisée pour construire les filaments intermédiaires. Vous voyez sur ces microscopies en fluorescence que ces structures fibreuses vont se répartir dans tout le volume cellulaire. Les microfilaments d'actine se trouvent très majoritairement en périphérie de la cellule, sous la membrane plasmique. Les microtubules irradient depuis une origine relativement centrale de votre cellule dans tout le volume cellulaire, en rouge ici. Les filaments intermédiaires, en vert, irradient eux aussi dans tout l'espace de votre cellule. Ainsi, pour conclure, une cellule est un ensemble de plusieurs postes de travail, les organites, au sein d'une petite usine biochimique qu'est votre cellule. Ces organites présentent un fonctionnement intégré et synchronisé pour le flux vésiculaire orienté des protéines. Ce flux vésiculaire orienté des protéines est appelé endocytose lorsque des protéines vont pénétrer à l'intérieur de la cellule et exocytose lorsque des protéines vont quitter la cellule. Les rails, le long desquels se déplacent les vésicules ayant impacté les protéines, sont fournis par les cytosquelettes microtubules. Et enfin, l'énergie nécessaire au déplacement de ces vésicules le long des rails est fournie par les mitochondries. Voilà, j'espère que cette première immersion à l'intérieur de cette petite cellule vous aura donné envie d'en savoir plus et je vous invite donc à me retrouver plus tard au CPCM afin de poursuivre ce fantastique voyage à l'intérieur de votre cellule. Au revoir.